Bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Au Sénégal, Ousmane Sonko réélu à la tête du PASTEF et met en garde ses adversaires. En RDC, l'Union européenne mobilise 5 millions d'euros face à l'épidémie d'Ebola en Ituri. Et puis en Corée du Nord, la visite de Xi Jinping interroge l'équilibre géopolitique en Asie. Apprendre chauffeur, 500 pieds. Oui, 500 pieds. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. On démarre ce journal en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, où l'armée a annoncé avoir libéré dimanche 360 personnes enlevées par le groupe terroriste Boko Haram dans le sud de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. Cette opération militaire s'est déroulée dans une zone connue comme bastion du groupe armé. Les otages enlevés lors de précédentes attaques ont été retrouvés au cours d'une intervention des forces de sécurité nigérianes. Suivons ensemble un extrait de vidéo. L'armée nigériane dit avoir libéré dimanche 360 personnes enlevées par Boko Haram dans le sud de l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Selon le communiqué de l'armée, l'opération a été menée dans les monts Mandara qui font partie du fief du groupe terroriste. Abuja accentue la pression sur les djihadistes. Le mois dernier, les autorités ont annoncé une opération conjointe menée avec les États-Unis et qui avait permis d'éliminer 75 combattants de l'ISWAP. Le Nigeria est confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans sa partie nord, où plus d'une décennie d'insurrection djihadiste, combinée à la multiplication des enlèvements contre rançon et à l'exploitation minière illégale, continue de fragiliser la stabilité de la région. Le conflit dans le nord-est a causé la mort de milliers de personnes, selon les Nations Unies. Et puis, comme je l'annonçais en titre, au Sénégal, le chef de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été largement réélu samedi à la tête de son parti, le PASTEF. Cette victoire interne intervient dans un contexte de tension politique dans le pays.
À l'issue du scrutin, il a largement adressé un message ferme à ses adversaires, renforçant les crispations au sein de la scène politique sénégalaise. Suivons ensemble. Une victoire politique transformée en avertissement. Le chef de l'Assemblée nationale sénégalaise et ex-premier ministre Ousmane Sonko a été largement réélu samedi à la tête de son parti, le PASTEF. Un sacre dans un contexte de crise politique au Sénégal. Je veux d'abord vous remercier du fond du cœur pour la confiance renouvelée que vous venez de me témoigner en me reconduisant à la présidence de notre parti. Je mesure le poids de cette responsabilité puisque PASTEF n'est pas un parti ordinaire dans le paysage sénégalais, dans le paysage africain et au-delà dans la perception mondiale. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a démis Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre le 22 mai dernier, après des mois de tension. Les révolutions peuvent être détournées lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées. Devant les délégués du PASTEF, Ousmane Sonko a mis en garde contre les tentatives de sabotage du projet politique porté par son parti. Aucun projet de sabotage de cette révolution n'aboutira parce que le peuple, debout, à côté de PASTEF, donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays. La direction du PASTEF a boycotté le nouveau gouvernement nommé lundi par Bassirou Diomaye Faye. Mais le parti d'Ousmane Sonko détient 130 des 165 sièges à l'Assemblée nationale et peut à tout moment déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Et puis en République démocratique du Congo, l'Union européenne a annoncé une aide d'urgence de 5 millions d'euros pour soutenir la riposte contre une épidémie d'Ebola en cours dans la province de l'Ituri. La commissaire européenne chargée de la gestion des crises, Adja Labib, s'est rendue à Bournia, chef-lieu de la province, afin d'évaluer la situation sanitaire et renforcer la coordination de l'aide internationale. Cette mission intervient dans un contexte de forte mobilisation des acteurs humanitaires face à la propagation du virus dans l'est du pays. Suivons à nouveau. La commissaire européenne à la gestion des crises, Adja Labib, arrivée à Bunia dimanche, hub logistique de la riposte sanitaire contre Ebola, a appelé à un cessez-le-feu afin de contrer cette épidémie dans cette zone en proie aux groupes armés. Elle a par ailleurs annoncé un don de 5 millions d'euros. L'Union européenne prend cette urgence très au sérieux. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées, pour des tests plus rapides, des tests plus fiables, là où ils sont le plus nécessaires. L'OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont lancé un plan de 518 millions de dollars pour combattre l'épidémie au cours des 6 prochains mois. Il y a 2 semaines, je vous l'ai dit, un vol humanitaire a permis d'acheminer près de 100 tonnes de matériel vers l'est de la RDC, médicaments, tentes, équipements de protection. 5 nouveaux vols sont prévus vers Bunia et je crois même qu'un nouveau vol a atterri aujourd'hui. Autre information à présent, l'Iran a lancé plusieurs missiles contre Israël dimanche, marquant sa première attaque directe depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu en avril. Les tirs dirigés vers le nord d'Israël ont provoqué l'activation du système de défense israélien. En réponse, l'armée israélienne a mené des frappes contre des cibles en Iran, faisant craindre une nouvelle escalade des tensions dans la région. Suivant un extrait de vidéo. Israël frappe le Liban et c'est l'Iran qui réplique avec ses tirs de missiles en direction d'Israël. Une première salve dans la nuit, puis une deuxième aux premières heures de cette journée de lundi qu'Israël dit avoir intercepté. C'est la première fois depuis le début du cessez-le-feu, pour le moins précaire, que Téhéran cible directement Israël. Et ce n'est qu'un avertissement, préviennent les gardiens de la révolution.
L'armée sioniste doit mettre fin à ses attaques contre le sud du Liban et ses environs. Si elle étend ses attaques dans cette région ou riposte aux actions de l'Iran, elle subira de graves revers et des attaques destructrices seront lancées contre le régime et ses partisans. Et Téhéran promet une attaque à grande échelle si Israël ne met pas un terme à ses opérations militaires au Liban. C'est d'ailleurs l'une des conditions exigées par l'Iran dans le cadre des négociations avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Hier soir, les partisans des gardiens de la Révolution célébraient dans la rue la reprise des hostilités au cri de frapper Tel Aviv. Je suis très heureuse et j'espère que les frappes seront encore plus écrasantes parce que nous devons vraiment soutenir le peuple libanais et les chiites du Liban. L'Iran qui vient de fermer son espace aérien jusqu'à nouvel ordre après des tirs de représailles israéliens. Israël affirme avoir visé des cibles militaires dans l'ouest et le centre du pays ainsi qu'une usine pétrochimique et prévient à son tour les opérations au Liban contre le Hezbollah vont se poursuivre. L'Iran a choisi une nouvelle fois la voie du terrorisme en ripostant aux attaques de l'armée israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth par des tirs directs sur notre territoire. Le régime tente de changer la donne. Nous ne le permettrons pas. Plusieurs fortes explosions ont été signalées à Jérusalem. Israël annonce la fermeture de toutes les écoles pour la journée. En visite officielle en Espagne, le pape Léon XIV se rend ce lundi au Parlement à Madrid où il doit prononcer un discours consacré à la paix et à la polarisation politique. Au cours de ce déplacement, il prévoit également de rencontrer des victimes et violences sexuelles au sein de l'Église. Cette visite s'inscrit dans un contexte de réflexion sur les tensions sociales et les divisions politiques qui traversent la société espagnole et plus largement l'Europe. Rendez-vous à 9h30 avec Pedro Sanchez, puis ensuite il se rendra au Parlement. C'est historique, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un pape s'adressera directement aux députés espagnols. Ça a déjà été fait par le passé qu'un pape se rende au Parlement dans d'autres pays, mais à de très rares occasions. À son arrivée, le pape sera reçu dès sa sortie de la voiture par la présidente du Congrès et par le président du Sénat. Il se présentera aux députés non pas comme le chef de l'Église catholique, mais comme le chef de l'État du Vatican. Alors pour le contenu du discours, on s'attend à ce que le pape parle de paix, d'apaisement des tensions et de la fin de la polarisation, ce dont il avait déjà parlé dès son arrivée samedi avec son appel très clair contre la polarisation et l'extrême droite. Il avait insisté sur la nécessité d'abandonner les discours qui divisent et polarisent et avait remercié l'Espagne pour sa fidélité au droit international et au multilatéralisme et pour son engagement en faveur de la paix, en référence aux positions du gouvernement espagnol sur les guerres en Iran et à Gaza. Maud, l'autre grande séquence du jour, c'est le pape qui va s'entretenir avec des victimes de violences sexuelles commises au sein de l'Église. Oui, c'est l'agence de presse espagnole EFE qui l'a confirmé hier. Dès son atterrissage, le pape avait parlé du sujet, affirmant que la pédophilie était toujours une plaie ouverte. Il avait alors assuré qu'il allait rencontrer des victimes d'abus sexuels dans l'église en Espagne, sans donner de date ni de lieu précis. Maintenant, c'est sûr, ce sera aujourd'hui à Madrid, à l'ambassade du Saint-Siège, là où séjourne le pape. Mais les principales associations de victimes craignent que le pape ne s'adresse qu'aux participants d'un projet qui s'appelle Repara. C'est une initiative de l'archidiocèse de Madrid en faveur des victimes. Et hier, une manifestation a eu lieu avec Miguel Hurtado. C'est le premier à avoir dénoncé des abus sexuels à Montserrat, en Catalogne, là où le pape Léon XIV va se rendre ce mercredi. Il se dit stupéfait par cette visite officielle à Montserrat. Selon lui, la visite du pape à Montserrat ne répond à aucun critère des droits de l'homme. Il regrette de ne pas faire partie des victimes que le pape va rencontrer aujourd'hui. Aux Philippines, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud du pays tôt ce lundi, faisant au moins 4 morts et 200 blessés. La secousse a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs zones et a conduit les autorités à déclencher une alerte au tsunami par mesure de précaution. Les opérations de secours sont en cours dans les régions touchées afin de rechercher d'éventuelles autres victimes et sécuriser les zones à risque. Suivons ensemble.
Un séisme de magnitude 7,8 a secoué le sud des Philippines tôt lundi, faisant au moins 4 morts et plus de 200 blessés. Ces élèves et enseignants qui se trouvaient à l'air libre ont été pris au piège par le puissant tremblement de terre. La secousse a été localisée près de General Santos. Des bâtiments et un pont d'accès essentiel de la grande ville du sud ont été endommagés. Le président Ferdinand Marcos Jr. a exhorté la population à se réfugier en hauteur dans les zones du pays exposées au risque de tsunami, affirmant que les agences de secours étaient en alerte. Des alertes au tsunami ont aussi été émises en Indonésie et en Malaisie. Selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, le séisme a été provoqué par un mouvement dans la fosse de Cotabato à une profondeur de 10 km. En visite officielle en Corée du Nord, le président chinois Xi Jinping est au cœur d'une séquence diplomatique perçue comme un indicateur des rapports de force en Asie. Cette rencontre avec les autorités nord-coréennes intervient dans un contexte de forte tension entre Pékin et Washington. Pékin et Pyongyang entretiennent en effet une relation stratégique fondée sur un traité d'amitié et d'assistance mutuelle, tandis que la Chine demeure le principal soutien économique et politique du régime nord-coréen. Cette visite est ainsi analysée comme une tentative de repositionnement régional face aux États-Unis et à la dynamique sécuritaire dans la péninsule coréenne. Suivant à nouveau. En fait, dans ce fameux traité d'assistance mutuelle et d'amitié, en fait, la partie chinoise est une sorte de garantie de survie pour le régime nord-coréen. Oui. C'est-à-dire dans ses exportations, peut-être même dans le petit onglet qui figure de la coopération militaire, d'assistance technique et de coopération au programme balistique, sinon nucléaire, mais en tout cas balistique nord-coréen. Donc finalement, Pékin tient quelque part le régime nord-coréen. Le régime nord-coréen, dans le même temps, a cherché un peu à diversifier ses partenariats, d'où ce rapprochement avec la Russie depuis quelques années dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais qui ne peut se faire sans quelque part une sorte d'accord tacite, indirect de Pékin. Donc, les rapports économiques sont considérables, c'est 80-90% de ce qui est fourni à la Corée du Nord vient de Chine, et en échange, c'est des matières premières de Corée du Nord vers la Chine, notamment des ressources halieutiques, du charbon, des choses comme ça. Mais surtout, il y a d'emblée un sujet sécuritaire et géopolitique de sécurité en Asie du Nord-Est, parce que comme garantie de survie du régime nord-coréen, c'est le programme balistique et le programme nucléaire qui, malgré les sanctions internationales, malgré les pressions américaines, eh bien, ces deux sujets-là ont continué de traverser les temporalités, j'allais dire, depuis les 20 ou 30 dernières années. Lors de récents défilés militaires, on a pu voir Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine, tous côte à côte, en se serrant les coudes. Et pour autant, il y a quand même un rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord ces derniers temps. Au gré de la guerre en Ukraine, il y a les soldats nord-coréens qui combattent à côté des Russes, bon gré mal gré d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence de la part de la Russie par rapport à la Chine en ce moment ? Ou c'est tout ça en bonne entente on aurait pu effectivement mettre en avant l'idée qu'il y ait une concurrence forte entre Moscou et Pékin sur Pyongyang. Dans les faits, je pense qu'il y a un sujet un peu plus nuancé. C'est-à-dire que c'est une manière pour la Chine de laisser du protagonisme russe pour trouver des ressources qu'il n'a plus. Des hommes, éventuellement des formes de financement, avec des munitions naturellement issues des stocks de la guerre froide, donc des millions d'obus nord-coréens à destination du théâtre ukrainien, sans que la Chine soit pleinement impliquée directement dans le théâtre. C'est plutôt comme ça, je crois, qu'il faut analyser la situation. Mais dans le même temps, c'était aussi pour Poutine d'avoir davantage de protagonisme géopolitique, politique en Asie du Nord-Est. Et c'est bien pour cela que la Chine cherche quelque part aussi à reprendre une forme d'hégémonie dans cette partie-là de l'Asie, alors qu'on aurait cette lecture d'une Russie qui serait beaucoup plus présente, etc. Mais on a plutôt une forme de triangulation qui se complète, qui parfois peut être en concurrence, où la Chine finalement donne les ordres ou donnerait des indications derrière le rideau. Et avec un point commun, celui d'être un caillou dans la chaussure des Occidentaux. Fondamentalement, c'est-à-dire qu'on le disait précédemment, le programme nucléaire nord-coréen, le programme balistique nord-coréen ne s'est jamais arrêté, il n'a fait que progresser.
Et on ne peut pas progresser sans une forme d'aide, qu'elle soit indirecte, discrète. Et on retrouve ici cette équation de la triangulation Russie, Chine et Corée du Nord, à laquelle on pourrait étendre les logiques iraniennes. Et c'est pas pour rien non plus que Xi Jinping se rend, après 7 ans d'interruption, 7 ans sans voyage en Corée du Nord, maintenant à Pyongyang, parce qu'il y a sûrement un jeu géopolitique vis-à-vis des États-Unis dans le cadre de la guerre en Iran. On a vu les images de l'arrivée de Xi Jinping, on vient de les recevoir, du côté de la Corée du Nord, accueilli par Kim Jong-un, notamment à son arrivée à l'aéroport. Je ne sais plus si on a... C'est sa sœur ou sa fille à côté de lui Alors, il y a une sœur et puis il y a une fille. Il y a les deux. Kim Jo-young, c'est la sœur, ou plus exactement la demi-sœur. Et là, ce sont des enfants qui sont dans le protocole du régime. Mais il y a effectivement des questions sur la durabilité de la famille Kim et des éventuelles successions. D'éventuelles successions. Alors, il y a mille spéculations sur le sujet. En l'état actuel des choses, Kim Jong-un continue d'être là et va durer au pouvoir. Il y a probablement des signaux comme quoi sa sœur ou sa demi-sœur prendrait les rênes du régime. On n'y est pas encore. On est plus sur un régime qui intoxique beaucoup du fait de la théâtralisation de la politique depuis la guerre froide et cette dynastie des Kim. À ce stade, on n'y est pas encore. On voit bien en revanche ici la confirmation du resserrement des relations entre le régime nord-coréen et Pékin, notamment pour la poursuite, ce sont les déclarations nord-coréennes, notamment pour la poursuite de son programme. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, en Arménie, le Premier ministre sortant, Nikol Pachinian, a revendiqué sa victoire à l'issue des élections législatives organisées dimanche dans le pays. Cette déclaration intervient alors que le dépouillement des voix se poursuit encore dans plusieurs circonscriptions. Le scrutin, suivi de près par la population et la communauté internationale, doit déterminer la composition de futurs parlements arméniens. Direction Erevan pour faire le point sur la situation. Définitif, mais on est tout de même à 94% de votes qui ont été décomptés et à l'heure où je vous parle, eh bien, il semble assez évident que le parti de Nikol Pachinian, Contrat Civil, arrive en tête des votes avec 51% des voix et suivi par le principal parti d'opposition, Arménie Forte, du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetyan, qui obtiendrait à peu près 23% des voix. Alors Nikol Pachinian parle déjà de la possibilité de créer un gouvernement monopartite dans ces conditions et vous le disiez, il a annoncé sa victoire dans la nuit même alors qu'il n'y avait au moment où il a annoncé sa victoire, en fait il n'y avait que 10% des votes qui avaient été comptés, donc ça a été assez critiqué par la société civile et les observateurs. Alors l'opposition et le parti Contrat Civil de Nikol Pachinian s'accusent mutuellement d'irrégularité et de fraude sans pour autant que personne n'apporte de preuves tangibles, donc c'est assez difficile d'y voir clair dans ce paysage fracturé alors que les missions d'observateurs internationaux et nationaux ont relevé de nombreuses irrégularités dans les plus de 2000 bureaux de vote qui ont été déployés à peu près dans tout le pays. En tout cas, ces élections, ce qui est clair, c'est le taux de participation qui reste le plus fort depuis ces 10 dernières années, avec près de 60% de votants qui se sont rendus aux urnes. Des élections qui vont avoir un impact sur les rapports entre l'Arménie et les pays de la région. J'évoquais dans mon lancement il y a un instant les rapports avec l'Union européenne ou encore les Russes. Et Nikol Pachinian, il a aussi lancé un appel à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Ça fait quelque temps que le Premier ministre Nikol Pachinian cherche à diversifier ses partenariats, que ce soit effectivement avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, mais aussi l'Union européenne, les États-Unis, tout en essayant de garder des bonnes relations avec la Russie, parce que l'Arménie ne peut pas se permettre de rompre complètement avec Moscou. Elle reste dépendante de la Russie sur les questions économiques, énergétiques et sécuritaires de moins en moins, parce que justement cette diversification des partenariats a lieu. En tout cas, en ce qui concerne un rapprochement avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est vrai que depuis qu'un accord pour s'engager vers le processus de paix a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
en août dernier à Washington, eh bien, il y a une forme de soulagement en Arménie parce que ça fait plus de 9 mois qu'il n'y a pas eu d'escarmouche ou d'intensification du conflit militaire et ça faisait des années que ça n'était pas arrivé. Pour autant, c'est cette avancée du parti d'opposition Arménie forte qui avec donc près de 23% des voix, c'est loin d'être négligeable et ça dit en fait les craintes d'une part de la population de ce rapprochement avec l'Azerbaïdjan après des décennies de conflits entre les deux pays. Au Haut-Karabakh, beaucoup de votants ne conçoivent pas qu'il soit possible d'avoir des relations stables et de confiance avec leurs voisins. Et de façon générale, on sent une espèce de frustration chez la population de voir comment les médias représentent les jeux géopolitiques qui sont en place avec l'Arménie, avec cette dichotomie qui est présentée entre Russie et Europe qui ferait de la population arménienne un peu des pions dans leur grand échiquier, alors que ce qui importe avant tout aux Arméniens, eh bien c'est l'instauration d'une paix durable. Il s'agit seulement de savoir comment y parvenir et sur ça la population elle reste assez divisée avec une différence générationnelle notamment. On a remarqué que c'est surtout les populations âgées qui font confiance au choix de Nicole Pachinian de se rapprochement avec ses voisins. Une population âgée qui a en fait connu les temps de coexistence entre Arméniens et Azerbaïdjanais du temps de l'Union soviétique face à une jeunesse qui elle est née dans un conflit de guerre et qui n'a connu que la guerre et qui craint donc pour la sécurité de son pays. C'est la préoccupation principale des Arméniens. Et voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Isaïe Télévision.